Dans les dernières années, on a vu une explosion de contenu fitness dit science-based, donc des gens qui vont vraiment baser leurs conseils et leurs recommandations sur la science, sur la littérature scientifique. Le problème là-dedans, c'est que beaucoup de gens soit interprètent mal la science ou vont se baser exclusivement sur les données qui fit avec leur bien émotif et ils vont complètement ignorer le reste. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour que vous puissiez garder un œil un peu plus critique pour pas que vous preniez tout le contenu que vous regardez pour du cash juste parce qu'on vous parle d'études. Une des affaires que les influenceurs vont avoir tendance à utiliser beaucoup, c'est juste de mentionner une seule étude, ce qui est en soi pas nécessairement mauvais, c'est juste qu'il faut l'appliquer dans le bon contexte. Très rares sont les études individuelles qui, à elles seules, ont été capables de complètement changer un consensus scientifique. Habituellement, pour arriver à un consensus, ça nous prend plusieurs études, ça nous prend beaucoup de données pour être capable de cumuler un paquet de contextes différents, idéalement dans des circonstances différentes pour être capable d'avoir un portrait qui est beaucoup plus grand. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on mentionne seulement une étude individuelle pour backer son point, c'est très facile de commencer à faire du cherry picking puis de prendre juste l'étude qui fit avec ton propre biais. La réalité, c'est qu'on peut probablement prouver beaucoup de choses en citant une seule étude parce que la réalité, c'est qu'il y a plusieurs contextes différents qui ont démontré des résultats différents aussi. Si je prends par exemple la créatine, si on prend cette étude-là, c'est la seule étude à ce jour qui avait démontré des effets négatifs sur la perte de cheveux suite à une utilisation de créatine. Ceci dit, parmi les milliers d'études qui ont été faites sur la créatine, ça reste aujourd'hui la seule qui a démontré ça. Il n'y en a eu aucune avant, il n'y en a eu aucune après. Donc, je pourrais utiliser cette étude-là si je voulais pousser un narratif. Ceci dit, si on regarde la littérature complète et vraiment le consensus scientifique, comme ça n'a jamais été reproduit après et que ça n'avait jamais été trouvé avant, encore aujourd'hui, on est incapable d'expliquer pourquoi on a trouvé ça dans cette étude-là. Donc, peut-être qu'une étude a montré une chose, mais si le consensus démontre complètement l'opposé, cette étude-là a plus vraiment de valeur. Ensuite de ça, il faut comprendre qu'il y a une hiérarchie d'importance en termes de preuves scientifiques. Donc, par exemple, un case study, qui est l'expérience d'une seule personne, n'aura jamais le même poids et la même valeur qu'une méta-analyse qui combine plusieurs études ensemble et souvent plusieurs dizaines, centaines, voire même milliers de personnes en même temps. On a tous déjà vu quelqu'un justifier son opinion ou son argument par « Ouais, mais moi je l'ai fait puis ça a fonctionné pour moi ». Félicitations. Est-ce que tu es capable de prouver que c'est exactement qu'est-ce que tu as fait qui a fonctionné pour toi puis exactement pour les raisons que tu dis que ça a fonctionné pour toi? Parce que si quelqu'un dit que quelque chose a fonctionné pour elle, sauf qu'on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui disent le contraire à l'inverse, je dis pas que ton expérience vaut rien. Je dis juste que je me baserai pas sur une seule expérience quand on en a beaucoup plus qui disent le contraire à côté. Donc, au même titre qu'avec le point précédent, à un moment donné, si on a juste une seule étude ou une seule personne versus le poids de plusieurs dizaines d'études et plusieurs centaines des milliers de personnes, à un moment donné, on se fie beaucoup plus au consensus général que l'opinion ou l'expérience d'une seule personne. Ensuite de ça, une des affaires les plus importantes à garder en tête, ça va être le contexte de l'étude. Donc, beaucoup de gens vont avoir tendance à essayer de pousser un narratif pour faire peur aux gens, pour essayer de promouvoir un message comme « il faut éviter les huiles végétales, il faut essayer d'éviter les édulcorants », mais vont citer des études qui sont faites sur des rats. Mais quand tu regardes les études qu'ils vont citer, souvent le contexte n'a pas rapport. Déjà, c'est important de comprendre, est-ce que l'étude a été faite chez des humains ou est-ce que ça a été fait chez des rats? Parce qu'un résultat qu'on a été capable d'obtenir chez des rats ne sera pas nécessairement capable d'être reproduit chez les humains. Sinon, même si ça a été produit chez des humains, est-ce que ça a été produit chez des humains en santé ou des humains qui étaient déjà malades? Est-ce que ça a été fait chez des humains qui étaient en obésité morbide ou des humains qui étaient déjà en parfaite santé? Est-ce que ça a été fait chez des jeunes? Est-ce que ça a été fait chez des vieux? Le contexte est toujours important parce que si on est capable de trouver des résultats dans un certain contexte mais qu'on n'est pas capable de le reproduire dans un autre, on ne peut pas faire des généralisations. Donc, quand quelqu'un te parle d'un certain résultat qu'on a été capable d'obtenir à travers une étude, pose-toi la question, c'est quoi la clientèle cible? Et pose-toi la question, est-ce qu'on a été capable de regarder un assez grand éventail de clientèle pour être capable d'en faire une généralisation? Si on a été capable de reproduire les mêmes résultats sur un super grand bassin de population, autant débutant qu'expérimenté, autant jeune que vieux, autant en santé qu'en mauvaise santé, mais là, probablement qu'on est capable de faire des beaucoup plus fortes conclusions. Et une autre affaire qui a tendance à revenir très fréquemment, c'est de confondre corrélation avec cause à effet. C'est pas parce que deux choses arrivent en même temps que c'est automatiquement un qui a causé l'autre. Si on regarde par exemple des études comme ça qui avaient eu comme conclusion que les gens qui consommaient des édulcorants avaient tendance à avoir une plus grande susceptibilité à être en surpoids ou à être en obésité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une corrélation et non une cause à effet. C'est pas parce que tu consommes des édulcorants que tu vas être en surpoids ou que tu vas devenir en obésité. C'est plus le fait que les gens qui sont en surpoids ou en obésité ont tendance à consommer plus de boissons avec édulcorants parce qu'ils essayent de faire attention à leur consommation de calories. Donc, c'est pas les édulcorants ont causé l'obésité, c'est le fait que les gens en obésité ont tendance à consommer plus d'édulcorants. Mais souvent, dans ces situations-là, quand on enlève le facteur de corrélation et qu'on est capable d'avoir des études qui sont beaucoup plus tight et contrôlées, on est capable de voir des
résultats souvent très différents. Comme ces études-là, encore une fois, sur les édulcorants, qui ont démontré que ça pouvait être un excellent outil pour la perte de poids, même quand c'est comparé à de l'eau. Donc, si les édulcorants causaient un surpoids et menaient à une obésité, on ne verrait pas ce genre de résultat-là, surtout si on le compare à de l'eau qui est déjà 0 calories. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand on contrôle certaines variables, les édulcorants peuvent être un excellent outil pour couper les cravings de sucre et faire en sorte que les gens aient une meilleure adhérence à leur plan. Donc, si on regarde les premières études, ça serait très facile d'avoir la conclusion « Ah ben là, les édulcorants, ça te fait prendre du poids, il faut éviter les édulcorants. » Mais finalement, quand on commence à contrôler certaines variables, on se rend compte que la corrélation n'était pas une cause à effet et que finalement, ça peut avoir même des effets bénéfiques. Fait qu'avant de prendre un post pour du cash, juste parce qu'on t'a mentionné des études, pour toi, c'est 4 questions-là. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a juste une étude qui démontre ce que la personne dit ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc encore une fois, est-ce qu'on a juste un case study ou est-ce qu'on a une méta-analyse de plusieurs dizaines d'études qui disent toutes la même chose? La deuxième, c'est sur qui est-ce que ces études-là ont été faites? Est-ce que ça a été fait chez des rats ou est-ce que ça a été fait chez des humains? Est-ce que ça a été fait chez des jeunes, des personnes âgées, des personnes en santé, des personnes en mauvaise santé? Plus on est capable d'avoir un grand bassin de population, et encore une fois, c'est surtout chez les humains que ça nous intéresse, plus on est capable de voir si les conclusions qu'on en tire sont généralisées ou est-ce que ça s'applique juste dans un contexte très précis. La troisième, c'est est-ce que ça se reflète dans la vraie vie? Parce que certaines études vont démontrer certaines affaires quand on est dans un contexte de laboratoire très contrôlé, mais une fois qu'on sort du laboratoire puis qu'on est dans la vie de tous les jours, ça s'applique plus nécessairement. Donc, est-ce que les conclusions qui ont été tirées dans cette étude-là sont applicables dans ton quotidien? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est important de le garder dans son contexte. Et finalement, la quatrième, c'est est-ce qu'il y a un consensus scientifique ou est-ce que c'est juste du cherry picking pour essayer de faire passer un narratif? Parce que si quelqu'un démontre juste une étude pour essayer de prouver un point, mais qu'il y a un consensus scientifique qui dit l'inverse en arrière, ça fonctionne plus. Les huiles végétales sont un très bon exemple de ça, avec beaucoup de gens qui ont tendance à bâcher là-dessus comme quoi ça viendrait augmenter ton inflammation et que ça serait toxique pour le corps, mais le consensus scientifique n'est pas d'accord avec ça, même qu'au contraire, ça soit des effets neutres ou positifs sur la santé, surtout quand c'est comparé à du gras saturé. Donc encore une fois, si t'es incapable de répondre aux questions qu'on a mentionnées plus tôt dans la vidéo, il y a des grosses chances qu'il te manque de contexte puis que juste prendre ça pour du cash risque de te causer du tort plus que du bien. Fait que fais attention aux affirmations qui sont très noires ou blanches. Assure-toi de toujours chercher le contexte autour pour être capable de valider si c'est pertinent dans ton cas et non juste dans ce contexte-là très précis. Si tu es incapable de répondre aux questions qu'on a mentionnées plus tôt juste par la vidéo et que de poser des questions à la personne qui a fait le post original ne t'apporte pas plus de réponses, je remettrai en question la validité de ce qu'il dit.